après cette première séance sur la sociologie qui a montré une évolution des enquêtes et une reconnaissance donc de la victimisation des garçons, cette évolution montre qu'il y a toute une histoire, toute une historique de la reconnaissance de l'inceste subi par les garçons. Et c'est donc une historienne, Anne-Claude Ambroise Rendu, qui va nous rendre compte un peu de l'évolution de cette prise en compte. Donc Anne-Claude Ambroise Rendu est historienne, professeure d'histoire contemporaine à l'université de Versailles-Saint-Quentin, et elle sera interrogée par la discutante Adeline Goutte-Noir, qui fait partie du COST et qui est également professeure de droit à l'université de Bordeaux. La parole est à vous pour 30 minutes, si possible. Merci beaucoup. Alors, juste un petit mot juridique avant de commencer l'histoire, puisque l'inceste, comme vous le savez, a bénéficié d'évolutions récentes du point de vue du droit. Alors bien sûr, la loi de 2021 qui a consacré des infractions spécifiques de viol et d'agression sexuelle incestueux sur mineurs, mais qui concerne pas seulement les garçons, évidemment. Pour ce qui est des garçons, il y a un texte de 2018 qui est important puisqu'il élargit la définition du viol à la pénétration commise sur la personne de l'auteur. Et même si, effectivement, on ne cite pas les garçons parce que les textes du Code pénal ne sont pas genrés, c'est un texte qui permet de réprimer des faits commis sur des garçons, en réalité, que des choses, des fellations qu'on oblige les garçons à faire. Alors, nous allons remonter en arrière parce qu'il a fallu beaucoup de temps pour arriver jusqu'à l'évolution récente de ces textes, grâce à Madame Ambroise Rendu, qui est donc historienne, comme on vient de le dire, et qui a travaillé sur l'histoire de la justice, des crimes, de leur représentation, et qui est auteure ou autrice, je ne sais pas ce que vous préférez, d'une histoire de la pédophilie publiée en 2014. Alors nous avons ensemble préparé quelques questions. Et donc la première, c'est justement, pouvez-vous nous retracer cette évolution de la reconnaissance de l'inceste subi par les garçons depuis 1810 ? 1810, c'est le premier code pénal, à travers l'évolution du droit, mais aussi des décisions judiciaires, mais également et plus largement de la société. Merci pour cette présentation et pour cette question. Alors, comme historienne, effectivement, je remonte à 1810. Je voudrais même remonter un tout petit peu avant pour signaler que pour que le Code prenne en compte la réalité de l'inceste, et je reviendrai sur les étapes, et que plus généralement d'ailleurs le Code prenne en compte la réalité des violences sexuelles commises sur les enfants, il a fallu un changement radical de contexte, et ce changement il intervient en fait avant 1810, il intervient avec la Révolution française. Saint-Just disant une idée neuve est née en Europe, c'est l'idée de bonheur. Cette idée de bonheur, c'est plus qu'une idée, c'est une ambition qui est à la fois cause et effet de la Révolution française, je ne vais pas revenir là-dessus évidemment, mais elle crée du coup de nouvelles attentes et de nouvelles attentions aussi, je dirais, à un certain nombre de violences, de souffrances, sans doute aussi. Le contexte général du XIXe siècle, il est marqué, pour le brosser très, très grossièrement évidemment, et tout ça est forcément caricatural en partie, il est marqué par un recul général des violences, et des violences qui s'exercent sur les individus, un recul massif, recul des guerres, même si le XIXe siècle français, pour ne parler que de lui, est marqué quand même par des insurrections, des révolutions et donc des morts. La mort fait moins partie du paysage quotidien des individus, et donc du coup on s'intéresse davantage à d'autres choses. C'est aussi le XIXe siècle, le temps du recul
des nécessités, du poids des nécessités vitales. Hein. C'est la fin des famines, c'est le recul des disettes. Donc vous voyez que tout ceci ménage un contexte favorable à l'attention prêtée à de nouveaux objets. Et donc, dans ce contexte, on voit, dans la seconde moitié du XIXe siècle, se développer des formes de dénonciation de criminalité sexuelle, pratiques dont on peut raisonnablement conjecturer qu'elles ont été pendant très longtemps tolérées, intégrées complètement dans le tissu des représentations sociales. Donc le Code pénal invente en 1832 un crime nouveau, il crée un crime nouveau, c'est son rôle, en quelque sorte, qui est l'attentat à la pudeur sans violence sur mineur de 11 ans, donc de moins de 11 ans, dans lequel l'inceste n'est pas nommé du tout, mais le fait d'être une personne ayant autorité ou un ascendant est une circonstance aggravante. Et puis en 1863, le Code pénal modifie l'âge, il l'élève à 13 ans, de cet attentat à la pudeur sans violence. Donc on peut dire, c'est l'historien Alain Corbin qui le dit, le Code pénal a créé, ce faisant, le crime de pédophilie, pour utiliser un mot qu'on utilise de moins en moins, j'espère, aujourd'hui, mais et qu'on n'utilisait pas du tout à l'époque, ça, c'est certain. En 1863, le fait d'être ascendant devient un élément constitutif du crime et plus simplement une circonstance aggravante. Ce faisant, que fait le Code ? Il se préoccupe de faire régner au sein des familles ce que j'appellerais, et je ne suis pas la seule, la loi de la pudeur. Il s'agit beaucoup moins de protéger les enfants contre des agressions commises par les parents que de protéger un ordre familial qui doit s'exempter de la sexualité, pour le dire comme ça. Donc on peut considérer, et puis l'âge limite que j'évoquais est porté à 15 ans en 1945, mais ça vous le savez tous mieux que moi. Donc il s'agit là de protéger un ordre moral au sein de la famille, parce que la famille, issue du Code civil, issue du Code Napoléon, c'est vraiment le socle sur lequel s'organise une société, et que donc il n'est pas question de porter atteinte à l'ordre familial. Il n'est pas question non plus d'ailleurs de l'interroger. Et à mon sens, c'est une des questions qui se posent à nous tous et à nous toutes en matière d'inceste. Alors, je reviendrai sur ces questions si vous voulez. Et ce qui compte dans cette organisation pénale, c'est pas le rapport biologique, c'est vraiment la famille comme organisation sociale, évidemment. Alors, pour préparer la réponse à cette question, je me suis dit, tiens, je vous livre tout de suite ce que tout le monde sait, c'est-à-dire qu'effectivement, moi aussi, dans mes archives, j'ai trouvé très peu de garçons victimes d'inceste, et je me suis tout du long interrogée, en bonne historienne, il n'y a pas que les historiens qui font ça, en me disant, pourquoi y a-t-il si peu de garçons ? Est-ce que ça rend compte d'une réalité ? Et laquelle ? Réalité des faits, réalité de la révélation, réalité de la dénonciation, réalité du traitement judiciaire. Ou est-ce que ça rend compte d'une impossibilité de dire ? Et alors dans ce cas, pourquoi ? Pourquoi au XIXe siècle, on dénoncerait si peu les incestes commis sur les garçons ? Est-ce que parce que c'est qu'on considère que finalement c'est pas si grave ? Bon, voilà, ça va être assimilé. Ou est-ce qu'au contraire, on ne le dénonce pas parce que c'est tellement grave que c'est indicible, que c'est de l'ordre de l'indicible. J'ai toujours pas vraiment tranché sur ces questions. En tout cas, j'ai fait le constat à la Bibliothèque nationale. Je commence toujours par regarder dans le catalogue de la Bibliothèque nationale. J'ai cherché les témoignages écrits au XXe siècle par des hommes victimes d'inceste. Il y a beaucoup de témoignages de femmes victimes d'inceste, enfin beaucoup, je veux dire, c'est de l'ordre de plusieurs dizaines. Je n'en ai pas trouvé. Alors, il y en a peut-être, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais je n'en ai pas trouvé un seul écrit par un homme. Donc il y a comme je me suis dit, là quand même, c'est vraiment l'impossibilité de dire ce qui a été évoqué tout à l'heure. C'est plus difficile pour les garçons. Donc on peut dire qu'effectivement, les garçons victimes, c'est l'angle mort du système de connaissances que nous avons développé sur l'inceste depuis l'Antiquité. Alors, il me semble qu'il y a
pour répondre à cette question. Pourquoi cet angle mort, hein? Moi, je vous soumettrai 4 hypothèses. La première, c'est que c'est le code. Le code avait du mal à reconnaître le viol par ascendant, tout simplement parce que le code avait du mal à reconnaître le viol qui ne soit pas une pénétration par un pénis d'un vagin. Donc, de fait, la sodomie pratiquée sur les garçons ne pouvait pas être reconnue comme viol dans le cadre des procédures judiciaires. D'ailleurs, d'une manière générale, au XIXe siècle, et pendant une très large partie du XXe siècle, je dirais jusqu'aux années 80 au moins, les attentats commis sur les enfants le sont comme des attentats et pas comme des viols, hein, des attentats à la pudeur. L'attentat à la pudeur sans violence étant, si vous voulez, l'ancêtre de l'atteinte sexuelle d'aujourd'hui, sauf que l'attentat à la pudeur sans violence, c'est un crime et pas du tout un délit dans l'ancien code. Donc, aux yeux du code pénal de 1810 jusqu'en 1980, pas de viol de garçons, ça n'existe pas. D'ailleurs, d'une manière générale, pas de viol d'enfants, mais si vous voulez, on en reparlera. Donc, le coït anal, hein, n'est pas pris en compte dans cette judiciarisation, disons, de ces pratiques. Par ailleurs, ce que l'on entend protéger au XIXe siècle, ce que le code pénal entend protéger, les médecins, les moralistes aussi, hein, dans les attentats à la pudeur commis sur les enfants, c'est l'avenir de la petite fille. La petite fille, pourquoi ? Parce qu'elle est future mère. D'abord future épouse, prenons les choses dans l'ordre, hein, normalement. En tout cas, socialement, c'est entendu comme ça. Hein. Petite fille qui donc a subi, en subissant un attentat incestueux, ou pas d'ailleurs, hein, une atteinte à sa virginité, qui a entamé donc son principal capital, qui la destine, qui est d'être destiné au mariage. Troisième ou quatrième, je ne sais déjà plus où j'en suis, de ces hypothèses, il y a au XIXe siècle et pendant une large partie du XXe siècle, hein, une incompréhension, je pense, radicale à l'endroit de la sexualité non reproductrice, de la sexualité non hétérosexuelle, hein, qui empêche tout simplement de considérer qu'un attouchement commis par un homme sur un garçon peut être assimilé d'une manière générale à un attentat à la pudeur ou à un viol. Cela dit, et je finis là-dessus, hein, quand l'affaire est traduite en justice, alors elle est tout à fait prise au sérieux. Hein, elle est tout à fait prise au sérieux et les auteurs sont sévèrement sanctionnés et d'une manière générale, mais j'anticipe peut-être sur la prochaine question, je ne sais plus, d'une manière générale, ils sont plus sévèrement sanctionnés que les mêmes gestes, les mêmes faits commis sur les petites filles. Du coup, je passe à la troisième question parce que vous avez fait une magnifique transition. Justement, quand il y a une procédure pénale, par rapport donc à une situation d'inceste sur un garçon, vous avez commencé à répondre. Est-ce qu'on peut relever des différences de traitement de l'affaire au niveau de la procédure, au niveau de l'expertise et au niveau de la sanction? Mais sur la sanction, vous avez déjà répondu. Il semblerait qu'il y ait une plus grande sévérité. Alors, je ne sais pas si on le verra au cours peut-être de la journée, si c'est encore le cas aujourd'hui. Mais au niveau de la procédure, de l'expertise, la manière dont les choses sont traitées pendant la procédure pénale, est-ce que vous pensez qu'il y a une différence ? Enfin, est-ce qu'il y avait une différence pour ce qui est justement des garçons ? Oui, parce que moi, je pense pas beaucoup. Hein, j'observe, je regarde. Non, il y a absolument aucune différence, puisque en effet, la justice ne se préoccupe pas du genre. Elle ne se préoccupe pas, en tout cas, du genre des victimes. Hein. Pour le genre des agresseurs, on parlera peut-être des mères incestueuses. Ben, c'était bon, d'accord. Donc, on constate la même difficulté. Première difficulté, c'est la difficulté à entendre tout simplement les enfants. Hein. Il y a une espèce de doxa médicale chez les médecins aliénistes, chez les médecins légistes, hein, au XIXe siècle, et doxa qui se perpétue, il faut bien le dire, jusqu'aux années... Je ne dirais pas, parce que je ne dirais pas quand, parce que je suis pas sûre que ça soit tout à fait fini, hein, qui est, il ne faut pas écouter les enfants. Il ne faut pas donc on ne peut pas les entendre puisqu'on ne les écoute pas. Hein. C'est théorisé dans les années 1890
par un certain nombre de médecins qui craignent que si on écoute les enfants, les écouter, ça veut dire leur poser des questions. Leur poser des questions, ça veut dire les induire des réponses, évidemment. Évidemment, la question neutre n'existe pas. Donc, induire des réponses et donc prendre le risque de la fausse dénonciation. Et donc prendre le risque, puisque ces médecins légistes interviennent évidemment dans la sphère judiciaire, prendre le risque de l'erreur judiciaire. Donc on comprend bien la logique du côté de la justice. Du coup, la pratique, c'est on examine le corps des enfants. Le problème, c'est que chez les petits garçons victimes, moi, ils étaient souvent très petits, les victimes que j'ai rencontrées dans mes dossiers. Chez les petits garçons, soit l'attouchement, enfin l'attentat ne laisse aucune trace. Mais chez la petite fille, ce qu'on va voir, c'est si elle est déflorée ou pas. Chez le petit garçon, évidemment, ça n'est pas possible. Soit au contraire, il laisse des traces importantes parce que l'inceste paternel sur un petit garçon s'accompagne très souvent de violences. Et là aussi, je me suis dit, est-ce que c'est quasi, enfin, il y a, disons, dans 70% des cas, c'est un inceste très violent. Est-ce que c'est un effet de source, c'est-à-dire que finalement l'inceste n'a été dénoncé que parce qu'il s'accompagnait de violences massives, et souvent il est dénoncé par des voisins dans le cadre de sociabilité rurale ou même urbaine, mais ouvrière, où on vit très les uns sur les autres. Bon, ça c'est pareil, je n'ai pas vraiment de réponse. Donc la difficulté de dénoncer, de porter l'affaire en justice parce que on ne veut pas entendre et parce que on a du mal à croire, et donc on s'en tient, les médecins légistes s'en tiennent à l'observation. Et puis juste, je vais vous citer ceci. Au début des années 1960, j'ai regardé beaucoup de thèses de médecine dans les années 50 et 60. Il y a une floraison de thèses de médecine sur l'inceste qui sont assez intéressantes et qui d'ailleurs ont contribué à véhiculer des mythes, sur l'inceste rural par exemple. Au début des années 60, un médecin, Yves Rosier, note que beaucoup d'incestes font en fait l'objet d'un jugement en correctionnel sous l'inculpation justement de mauvais traitements à enfants, violences et voies de fait. Et il explique ce transfert d'une juridiction à l'autre en disant, au fond, l'inceste porté aux assises est trop souvent acquitté, donc la réaction des présidents des cours d'assises, c'est de correctionnaliser, ou même parfois du juge d'instruction, c'est de correctionnaliser en amont. Et il explique ces acquittements en des termes à la tonalité qui m'a semblé assez freudienne. Il dit ceci: l'évocation d'une relation incestueuse peut trouver en eux, chez les jurés donc, des résonances plus ou moins conscientes et plus ou moins culpabilisantes qui les mènent à une vue moins objective des faits et les incitent à la clémence. Or, en 1960, oui, ça c'est au début des années 60, en 1960, les jurys des cours d'assises sont désormais composé aussi avec des femmes. Bon, il y a quand même ce poids d'une représentation. Et puis, 16 ans plus tard, un autre médecin note que ce qui semble influencer le jury avec plus de force dans le sens de la sévérité, c'est la personnalité du condamné. Donc beaucoup plus que la personnalité de la victime, là, c'est la personnalité du condamné. Plus il a de qualité, plus il est jugé sévèrement. Ça, c'est intéressant parce que ça marque une transformation, c'était l'inverse jusqu'à cette date. Donc tout ça n'a rien à voir avec le genre de la victime et la prise en compte du genre. Donc non, je ne peux pas dire qu'il y ait de différence, en tout cas remarquable. Et alors justement, le genre de l'auteur, la question se pose évidemment derrière l'inceste subi par les garçons de la figure de la mère incestueuse qu'on a déjà évoquée, dont on a dit déjà qu'elle était difficile à l'appréhender. Quelle est la spécificité de la réaction sociale par rapport à ces mères qui commettent des incestes, la réaction sociale, mais aussi peut-être réaction judiciaire? Et là, c'est vrai que c'est le genre de l'auteur des faits d'inceste qui est interrogé. J'essaye de remettre un peu de... On a mélangé l'ordre des questions. Ben voilà, alors du coup, j'ai mélangé mes notes, ça ne va pas du tout. Sur les mères incestueuses,
Moi, je suis extrêmement précautionneuse, pour ne pas dire plus que circonspecte. D'abord parce que moi, j'en ai jamais trouvé. J'en ai dans mes archives. Hein, j'ai dépouillé des dizaines, voire des centaines de dossiers de procédure. J'ai dépouillé des centaines d'arrêts rendus par des cours d'assises. Je n'ai pas trouvé une seule mère. Bon. Alors, après, il y a la question de la mère complice, hein, de la mère qui se tait. Ça, j'en ai trouvé. Des mères qui se taisent alors que leurs enfants sont victimes et leurs garçons en particulier, hein, sont victimes d'attentats commis par l'oncle, le père, etc. Ça, oui. Là aussi, comme toujours face aux absences, on se pose le scientifique ou la scientifique se pose des questions. Pourquoi cette absence? Est-ce que c'est parce que il y a comme une impossibilité dans les représentations qui sont les nôtres d'assigner au comportement maternel une dimension sexuelle? C'est une question ouverte, hein, à laquelle je ne prétends pas répondre. Il me semble que oui, hein, il y a quelque chose comme ça, et il y a une impossibilité qui n'est pas que de l'ordre du symbolique ou de la représentation. C'est où commence le geste maternel considéré comme incestueux. Bon. Alors, pour autant, on a commencé à parler, et d'une manière que j'ai trouvée très, très étrange, des mères incestueuses. D'abord, la mère incestueuse, c'est une figure artistique. C'est une figure du cinéma. Hein, et on la trouve chez Visconti dans les damnés. C'est une figure mythologique, évidemment. Tout le monde a pensé à Jocaste et Édipe, dont on peut considérer qu'ils n'ont pas commis d'inceste, d'ailleurs, puisqu'en fait, ils ne savaient pas. Donc bon, au contraire, c'est en essayant d'échapper à l'inceste qu'ils se sont trouvés. C'est une figure cinématographique. Je pense au Souffle au cœur de Louis Malle en 1971. Je pense au film de Bertolucci, La Luna, en 1979, hein, où l'on assiste, les cinéastes nous montrent des incestes entre une mère et son fils. Les garçons ont 14-15 ans. Hein. Je ne dis pas que ça n'a provoqué aucune réaction. Hein. Le film de Louis Malle a suscité un certain nombre de réactions au moment de sa sortie, mais ça n'est pas l'inceste et ses conséquences qui ont été épinglées, hein, c'est plutôt l'immoralité de cette initiation sexuelle qui a été pointée à ce moment-là. Et en effet, je crois que ça a été vécu à ce moment-là dans les années 70, hein, ces histoires d'inceste qui sont mère-fils, qui sont des histoires amoureuses, hein. Ça a été vécu comme des histoires d'initiation sexuelle et donc assimilé, là encore, à une sorte de paysage. Je suis allée regarder le magazine Union, que certains connaissent peut-être, qui apparaît dans les années 70, qui n'est devenu un magazine de charme que dans les années 80. Dans les années 70, il était encore assez sérieux, il se préoccupait des problèmes de sexualité du couple. Et là, j'ai été absolument sidérée de voir le déferlement de courriers des lecteurs autour de l'inceste mère-fils. Hein. Déferlement, alors inceste revendiqué, hein, comme étant une expérience heureuse. Et puis, au bout d'un certain nombre de mois, la rédaction... Alors, il faut se méfier parce que le courrier des lecteurs, dans 50% des cas, c'est produit par la rédaction elle-même, hein, parce qu'il faut nourrir. C'est pas forcément du vrai courrier. Mais la rédaction réagissait en disant non, on vous croit pas. Vous racontez un truc qui est un fantasme. Et donc, je me suis interrogée sur la dimension de ce fantasme, d'autant plus que je l'ai retrouvé ensuite sur des sites internet que j'ai pas mal... J'y suis pas retournée récemment, hein, je vous l'avoue, mais jusqu'en 2010, j'y suis pas mal allée. C'est incroyable le nombre de sites internet dans lesquels on raconte... Alors, on ne sait pas qui raconte, hein, la mère, le fils, supposé, des incestes heureux. Enfin, il y a un fantasme très fort, et c'est bien pour ça que je me méfie de ces représentations de la mère incestueuse. Et puis, dernier élément, c'est la publication en 2005 du livre d'Anne Poiret, Femme pédophile, mère incestueuse, le dernier tabou, point d'interrogation. Anne Poiret, c'est une journaliste. Donc elle fait un scoop, elle sent un scoop. Normal, c'est son boulot. Hein. Elle lève un dernier tabou.
je pense que c'est pas le dernier et qu'on est loin d'avoir exploré l'entièreté des choses. Et il me semble qu'il y a dans ce livre des éléments qui sont très intéressants, qui sont d'ailleurs en grande partie tirés de la thèse de médecine de Walter Albardier, hein, mais que j'ai peur qu'en se focalisant sur les mères incestueuses, on passe à côté du principal problème de l'inceste, qui me semble être quand même celui du patriarcat. Dernière question, est-ce que vous pensez que la révélation récente des violences sexuelles sur un nombre important de garçons par des membres de l'Église catholique peuvent contribuer à faciliter la parole sur l'inceste subi par les garçons ? J'aimerais vous dire oui. Parce que chaque étape dans cette histoire de la révélation et de la dénonciation des violences sexuelles a été porteuse comme ça d'espoir immense. Tout à l'heure, on évoquait la publication du livre d'Eva Thomas et le milieu des années 80, mais force est de constater que autour de 2000, il y a quand même quelque chose le soufflet est retombé, hein, peut-être même avant d'ailleurs. Le progrès n'est jamais linéaire. Enfin, l'histoire n'est pas linéaire, ce n'est pas un flux comme ça. Donc, je ne suis pas sûre. En tout cas, il me semble que ça apporte une chose, c'est qu'effectivement, ça peut conduire, ça peut autoriser les garçons qui ont été victimes à parler plus librement. Je ne parlerai pas de libération de la parole parce que j'aime pas tellement cette expression, mais à se reconnaître effectivement comme victime, pas forcément de l'Église, mais donc de quelqu'un de la parenté, et à en parler plus librement. Et puis surtout, comme ça a attiré l'attention sur les garçons victimes, et du coup, on va peut-être les écouter davantage, les écouter mieux. Bon, voilà. Alors, pourquoi je suis hésitante ? Parce que je rappellerai simplement qu'en 1995, il y a eu à la télévision une émission de Mireille Dumas, que la plupart d'entre vous connaissent, hein, Les Masques, qui a été diffusée en prime time, alors que d'habitude c'était en heure plutôt tardive, pour justement insister sur la nécessaire révélation de l'inceste. Et c'était pas la première émission, bien entendu, mais Mireille Dumas a innové puisqu'elle a fait venir sur son plateau des garçons. Et des garçons qu'on a entendus. Hein, qu'on a entendu parler de leur souffrance, etc. Et des garçons jeunes en plus. C'était pas des victimes qui avaient subi l'inceste 30 ans avant. Hein. Et donc là, dès le lendemain, la presse écrite a dit, voilà, c'est la levée du dernier tabou. Hein, bon, je ne suis pas sûre que ça se soit accompagné, que ça se soit traduit par des conséquences concrètes et pratiques dans les années, voire les décennies qui ont suivi. Donc, voilà, moi je suis prudente, je ne suis pas prophète, je ne sais pas ce qui va se passer demain. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des choses que vous voulez rajouter ? Il nous reste quelques minutes. Si vous voulez préciser des choses que je sais que je vous ai un peu... Voilà. J'ai une question. J'ai une question parce que on voit bien que derrière cette question de l'inceste, évidemment, vous avez parlé de clinique tout à l'heure, et moi, ce qui m'intéresse, c'est la vision psychanalytique de la chose. C'est l'appréhension psychanalytique de la chose. Alors, il y a tout un débat sur lequel je ne veux pas revenir, hein, sur Freud, le renoncement à la neurotica, la trahison, l'escamotage, etc. Juste dire que, il me semble que la psychanalyse a apporté ceci, c'est qu'elle a conduit les adultes à prêter une oreille attentive à ce que disaient ou dessinaient les enfants. Hein. Bon, ça, il me semble, c'est indéniable. Mais ma question, c'est finalement cette structure triangulaire, l'Oedipe, hein, dont on ne sait pas. Enfin, en tout cas, moi, je ne sais pas. Je ne prétends pas savoir qui aurait en quelque sorte favorisé. Enfin, la théorie de l'Oedipe aurait favorisé éventuellement le passage à l'acte dans l'inceste. Est-ce qu'il n'est pas temps d'historiciser ça aussi et de se dire, finalement, la psychanalyse, papa, maman, l'enfant désirant, désiré, etc., c'est fini. On doit passer à autre chose, à une autre étape
des représentations. Freud, il a produit ça à un moment qu'on peut contextualiser de manière très précise. Donc voilà, on peut l'expliquer. Il ne s'agit pas de lui jeter la pierre. Bon, est-ce qu'on ne peut pas passer à autre chose aujourd'hui, reconsidérer? D'ailleurs, si j'ai bien lu, il y a des psychanalystes qui proposent ça. Même Lacan, d'ailleurs, en réalité, disait déjà, ça n'est qu'un moment de l'histoire, cette représentation de l'Oedipe. Donc voilà, c'est ma question ouverte à tout le monde. Alors, Patrick, tu veux répondre, peut-être? Quelqu'un peut-il donner un micro au monsieur, là? Oui, bonjour. Là. Attention, parce que c'est un peu le sujet d'après. Faut pas qu'on... Non, mais je vais revenir. C'est l'histoire et le contemporain. Donc, Patrick Ayoun, je suis pédopsychiatre, psychanalyste. Il y a deux choses, moi, qui me paraissaient importantes à dire aussi sur le 19e siècle. C'est qu'il y a eu une furieuse envie de contrôler la sexualité des enfants jusqu'à la maltraitance par des éducateurs fous, dont Schreiber, le père de Schreiber, était un des exemples, connu, reconnu, et que tout était centré sur la masturbation à empêcher. Enfin, j'insiste là-dessus parce que c'est une représentation de la sexualité chez les enfants comme un dressage à effectuer. Et ça, c'est un point important, moi, je pense. Et il y a une deuxième chose qui m'est revenue en vous écoutant, c'est que je pensais à Tardieu, qui est un médecin légiste, qui a contribué à vraiment révéler la nature des agressions sexuelles et des incestes, et qui a vraiment, pendant tout un temps, enfin, fin du 19e siècle, vraiment, c'était vraiment une prise de conscience qui a dépassé simplement les médecins légistes. Je suis pas sûre, parce que si vous regardez la chronologie, Tardieu, c'est le Second Empire. La génération qui suit, Boisardel, Thoineau, ils reviennent complètement là-dessus. Alors, et ce sont ses héritiers. C'est ça que je voulais souligner, moi, c'est que je pense, alors là, on rentre dans quelque chose qui est plus mouvement psychique, en y incluant, disons, le social, parce que pour moi, il n'y a pas vraiment forcément c'est une fausse séparation entre individu et social, pour moi. Donc ce mouvement psychique de balancier qu'on note sans arrêt entre un moment de révélation suivi d'un moment de reflux, déni. Et vous n'avez pas cité Binet, qui a fait tout un travail sur le mensonge chez l'enfant et qui a fait une véritable campagne de presse là-dessus, sur l'enfant menteur, et qui a... jusqu'à très très récemment, et ça revient de temps en temps. Même maintenant, on a encore comment on pourrait dire, des articles sur ce thème-là, qui est autre chose que la suggestion. Maintenant, sur la question de l'Oedipe, alors là, c'est un point que nous allons développer avec Hélène Romano. Voilà, c'est bien, ça fait une transition. Bravo. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle, ou des autres questions? Et alors moi, je vais changer de méthode. On va répondre question par question. Ça n'est pas une question. Ah. C'est juste une remarque sur le patriarcat. Je fais référence à Franz Wedman, le créateur de l'aptonomie. Et je dirais juste une chose. C'est que le père disparaît quand l'homme n'apparaît pas dans la tendresse auprès de l'enfant à naître et de l'enfant tout juste né. Merci. Ça me semble sans rapport aucun, la tendresse du père et la tendresse à l'égard de l'enfant à naître avec ce que j'appelle enfin, je ne suis pas la seule, le patriarcat. Le patriarcat, c'est une structure, c'est une organisation sociale. On cherchera le rapport plus tard. D'accord. Alors, autre question. Madame ?
Oh, dis donc, tu me laisses mon temps, 40 minutes, j'ai 40 minutes, il m'en reste 9. Hein. J'ai 40 minutes. Madame. Bonjour, je suis Lopez Glicigna, je suis psychologue clinicienne et j'ai beaucoup travaillé sur la question des femmes auteurs. Je suis juste là. Bonjour. Et du coup, ayant beaucoup travaillé sur cette question et entendu quand même beaucoup d'hommes dans le cadre de mes consultations, puisque je travaille à la maison d'arrêt d'Amiens, qui ont mis en cause des femmes, je trouve qu'il y a une vraie difficulté à penser la question des femmes auteurs et que de tout ranger, ou en tout cas de les déresponsabiliser avec cette question du patriarcat me semble dangereux. Voilà. Je crois pas. Oui, allez-y. Il ne s'agit pas de déresponsabiliser quoi que ce soit. Il s'agit de regarder pour les chiffres dont on dispose pour l'instant, qui sont des données. Voilà, pour Fabienne Giuliani, qui a travaillé sur l'inceste au XIXe siècle, 93% des auteurs d'inceste sont des hommes. Moi, qui ai travaillé plus globalement sur l'ensemble des violences sexuelles commises sur les enfants, alors bien sûr, ce sont les violences révélées. Tout reste à voir pour ce qui concerne des révélations à venir. Hein. Mais jusqu'à présent, on est bien obligé de constater que les auteurs de violences sexuelles sur enfants sont très majoritairement, très massivement des hommes. Bon, voilà, c'est tout. Judiciarisé. Voilà. Voilà. Oui, alors non, On parce que justement, les enquêtes de victimation, les enquêtes virage, etc., enfin, tout ce qu'on a entendu en première partie de cette matinée montre que ce sont pas c'est pas des enquêtes c'est pas des faits judiciarisés. Ce sont des enquêtes sur des témoignages. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Allez-y, continuez. J'ai pas dit qu'il n'y en avait pas. Enfin, oui. C'est plus, je pense que la parole des hommes, elle est déjà compliquée. Et que quand il s'agit de révéler des faits de violence sexuelle, c'est encore plus compliqué. Et que si je prends l'ensemble des personnes que j'ai vues sur plus d'une dizaine d'années, il n'y a pas de raison, en fait, que moi, si je fais des stats, j'apparais avec 40 ou 50% d'hommes qui me disent qu'ils ont été agressés par des femmes. Statistiquement, c'est pas possible que je rencontre tous ceux qui ont été agressés par des femmes. Ou peut-être que j'ai cette écoute clinique qui les amène à pouvoir me parler de ce genre de choses. Et c'est pour ça que voilà, c'était juste parce que, enfin, voilà, j'ai travaillé sur la question et que ça me semble toujours très délicat de venir sur, en fait, si on parle des femmes auteurs, on déroute le vrai problème qui est le problème du patriarcat où je trouve que du coup on déresponsabilise ces femmes-là. Voilà, c'était sur ce point-là. Je le formule autrement. Le patriarcat, à mes yeux, il est lié à la représentation et à la construction de la famille par le Code civil, hein, au début du XIXe siècle. Et historiquement, c'est indissociable. Les choses sont amenées à changer. Donc c'est le père dans la famille, et du coup, la mère potentiellement aussi dans la famille, bien sûr. Mais voilà, elles ne sont pas que des complices. Non, mais ça ne met pas en cause la structure. J'entends aussi. Hein. Merci. Mais même sur la complicité, on voit bien, et encore aujourd'hui, hein, dans les décisions judiciaires, que moi je travaille aussi, je suis administratrice ad hoc, donc je représente des enfants, et on voit bien qu'il y a un certain nombre d'affaires dans lesquelles la mère est complice, ou au moins savait, n'a pas, enfin, la non-dénonciation n'est quasiment jamais poursuivie, alors que on sait que dans la plupart des affaires, enfin de nombreuses affaires, la mère était au courant, et il n'y a même pas forcément d'enquête pour savoir si elle savait. Alors ça commence un petit peu, je trouve, à arriver, mais c'est encore très... C'est très trop compliqué. modeste. Oui. Tout à fait, je suis d'accord. Samuel. Madame, il est là. Non, juste devant, en bon élève qu'il est. Merci beaucoup, Samuel Lemitre. Pour rebondir sur cette question, en clinique, en fait, on voit quand même les effets de la structure patriarcale familiale, dans le sens où on a des situations où finalement, on sent que ce qui a été dit ce matin, c'est qu'il y a un apprentissage au silence, hein, qu'il y a une silenciation, qui est un processus de l'apprentissage de la domination, finalement, qui est un peu systémique, puisque c'est l'organisation du système famille qui veut ça. Et j'ai des situations où finalement les mères ont appris sa petite. Probablement que souvent ce sont des mères qui sont elles-mêmes victimes d'inceste et qui ont appris à se taire, qui vont rencontrer et s'accoupler avec un homme qui souvent est un auteur.
Et quand elles ont, les enfants qui sont mes patients, disent à quel point les mères ont vu des scènes, n'ont rien dit et n'étaient pas là. C'est-à-dire les enfants voient dans le regard de leur mère qu'elle est disparue, qu'elles sont dissociées. Donc il y a quand même un effet de cette silenciation qui est systémique, quand même, qu'il faut pouvoir évoquer. Et puis aussi, la clinique nous montre des situations, et j'en ai vu énormément, notamment avant que je crée Edo à la Garenne-Colombe dans le service Dr Coutenceau. J'ai rencontré beaucoup de mineurs auteurs avec leur mère en consultation, et je peux dire en fait que ce que j'ai vu et entendu, si c'était agi ou dit par des hommes, il serait mis en examen. Et j'ai vu des situations où finalement des mamans étaient très sexualisées dans le comportement à l'enfant, qui était déjà un adolescent quand même, avec des adolescents qui, lorsque je m'adressais à eux, plongeaient leur tête dans la poitrine de la maman, ou des mamans en mini-jupe qui pouvaient avoir des comportements inadaptés au cadre dans lequel pouvait se revenir cette rencontre avec un de leurs enfants qui a commis des agressions sexuelles. Donc on voit, et c'est là où la question est intéressante, c'est qu'on voit comment on ne voit pas. C'est-à-dire que le comportement de maternage, qu'on devrait appeler un comportement de parentage finalement, ce comportement de parentage vient souvent créer un filtre qui nous empêche de voir quelque chose, d'un phénomène. Et c'est en ça que c'est intéressant. Je crois qu'en fait, ce qui est important dans ce qui a été dit depuis ce matin, c'est aussi que c'est notre responsabilité, le silence. Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à défaire le tabou de l'inceste, et notamment pour ce qui touche à la question des garçons? C'est parce que probablement, en fait, que la question de l'inceste nous concerne aussi, on le voit dans les statistiques, puisque c'est beaucoup plus étendu qu'on ne le pense. Et finalement, on voit la réticence, voire l'angoisse à essayer d'approcher ce sujet. Nous, en situation de consultation, c'est très technique d'essayer d'approcher le sujet, le nommer auprès des victimes. Et en fait, nous voyons que les victimes, il faut les stabiliser pendant 1 année avant qu'elles arrivent à nommer l'idée. Retenons aussi le nombre énorme de patients qui vont activement, et on l'a vu dans les témoignages, détruire leurs pensées, leur mémoire et leur perception, douter de cela, recouvrir d'une amnésie qu'il va falloir tenir longtemps avant que ça se défasse. Finalement, on voit que nous sommes tous portés par une action implicite active de ne pas y aller, de ne pas voir et d'avoir peur d'approcher ce sujet. Ce qui fait qu'effectivement, la question c'est, est-ce que nous pouvons évaluer, voir et réfléchir comment arriver techniquement à appréhender ce sujet difficile? Je crois que c'est vraiment ça le sujet. Merci Samuel, merci à tous, merci beaucoup madame. Et nous allons passer à la suite du programme.